Il est 20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. Chaude matinée sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les sortants de l'ENDSS promotion 2012 ont barré la route, brûlé des pneus pour exiger le recrutement dans la fonction publique. Une foule dispersée à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Les 107 pêcheurs arrêtés en Guinée-Bissau finalement libérés, mais sans leur pirogue. Les autorités bissau-guinéennes réclament 2 16 000 francs par pirogue. Le gouvernement du Sénégal invité à décanter la situation. Procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus. La parole à la défense ce lundi pour Maître Bamba Cissé et compagnie. Le réquisitoire du procureur n'est fondé sur aucune articulation juridique. Les membres de la LD Debout seront traduits en justice s'ils continuent d'utiliser les signes de la Ligue démocratique. L'annonce est faite par Moussa Sarr, le porte-parole de cette formation politique que vous entendrez dans cette édition. Le président Macky Sall, dont le signe Saloum ce lundi, le chef de l'État va inaugurer la route Fatick-Kaolack et procéder à la pose de la première pierre du pont de Foundiougne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les sortants de l'ENDSS promotion 2012 ont investi l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin. Ils ont barré la route, brûlé des pneus pour exiger le recrutement dans la fonction publique et la mise en œuvre du système LMD. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule à coups de grenades lacrymogènes. Retour sur les faits avec Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Négociation. Plus jamais. Négociation, ministre, il n'est pas sensible par rapport à nos préoccupations. Pierres et grenades lacrymogènes lancées, un cocktail explosif. À la guerre comme à la guerre. Les infirmiers sortant de l'INDES depuis 2012, fatigués d'attendre, demandent un recrutement dans la fonction publique. Les produits de l'INDES doivent être privilégiés par rapport au recrutement. Parce qu'on ne peut pas former un élément opérationnel qui est apte. Sur cet élément, à l'entrée à l'école, on lui a donné une bourse. On lui a subventionné la restauration. Et on a payé ses enseignants jusqu'à 3 ans d'études. Et on veut le mettre où? Qu'ils nous disent là où ils veulent mettre ces produits-là. La séparation des examens, un autre point de revendication. On est entré par concours dans cet établissement, un concours qui a été très sélectif. Je dirais même qui a été très sélectif parce que sur des milliers, on ne prend que 15 infirmiers. Sur des milliers, on ne prend que 20 sages-femmes. Et sur ces étudiants-là, pourquoi organiser encore un autre concours de sortie? Ces blouses blanches souhaitent par ailleurs l'application du système LMD dans toute sa rigueur. La question du système LMD, il y avait un décret qui disait que l'INDSS doit former des étudiants de licence. Ils nous ont recrutés par le niveau baccalauréat et actuellement, ils veulent nous donner le niveau de BFM plus 3 ans. Ce qui est paradoxal. Ce mouvement d'humeur n'est que le début d'un plan d'action, avertissent ces infirmiers. Maïmouna Ndiaye et ces infirmiers de l'ENDSS sont dans leur droit des propos du surveillant général de l'établissement, Cheikh Yankoba Diédhiou, que je vous propose d'écouter. Les étudiants sont dans leur droit parce que tout simplement, depuis 2014, après le conseil de perfectionnement de l'école, qui avait donné donc mandat à l'ENDSS de mettre en place le système LMD, jusqu'à présent, le système n'a pas été effectif. Vous voyez, il y a la licence qui a été mise en place, mais les masters ne sont pas encore mis en place. Or, si vous voyez bien, depuis 2008, on est en train de former des infirmiers de niveau licence. Donc de 2008 à nos jours, ça fait bientôt plus de 10 ans. Donc du coup, il y a un problème d'incohérence. D'autant qu'on forme des produits qui vont revenir pour faire le second cycle, dont le second cycle c'est toujours Bac+2. Donc ça pose toujours un problème d'incohérence. Bon, on a mis la licence, mais en réalité,
le fonctionnement de l'évaluation n'est pas en phase avec le décret portant création de la licence. Que dit le décret? Le décret précis, il dit que c'est des examens qui sont semestriels. Ensuite, à la fin du cursus, si l'étudiant a une note supérieure à 10 sur 20, il est admis. L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane au bord du gouffre, pas de matériel, pas de banque de sang. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner. Elles ont marché pour exiger l'audit de la structure sanitaire. Suivons la correspondance de Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Ils sont venus des différents quartiers de Tivaouane. Ces jeunes ont marché pour déplorer les mauvaises conditions de travail du personnel de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Selon les marcheurs, toutes les conditions ne sont pas réunies pour assurer des soins de qualité aux malades. L'hôpital est malade. Manque d'oxygène. C'est un hôpital de type 1. Pas de matériel. Il n'y a même pas d'oxygène. Il y a des malades qui perdent la vie dans cet hôpital. Tu as une vie d'un moment sombre. Et sur ce, par rapport à l'état chaotique de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, qui dit Tivaouane dit ville de lumière, mais sans lumière. Nous décrions sur ce la mauvaise gestion de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh sur tous les plans. Nous réclamons une subvention exceptionnelle pour régler les dettes et donner un nouveau souffle à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Les populations de Tivaouane déplorent aussi la mauvaise gestion de cette structure sanitaire et demandent aux autorités sanitaires de commanditer l'audit de l'hôpital pour évaluer l'efficacité et l'efficience de toutes les ressources. Demandons aussi l'audit technique de fond en comble et financier de la gestion de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Surtout relever le niveau 1 à un niveau 2 pour soulager les populations de Tivaouane. Les jeunes de Tivaouane n'ont pas manqué de réitérer leur appel aux autorités politiques et religieuses de Tivaouane pour trouver une solution à ces difficultés. Je vous le disais tantôt, les 107 pêcheurs sénégalais arrêtés la semaine dernière en Guinée-Bissau ont été libérés, mais leurs pirogues et matériels ont été saisis. Les autorités bissau-guinéennes réclament 2 16 000 francs par pirogue. La réaction des autorités sénégalaises attendue donc pour décanter la situation. Abdourahmane Diallo. Les 107 pêcheurs arrêtés en Guinée-Bissau ont été libérés, mais leurs 14 pirogues et matériels sont toujours entre les mains des autorités bissau-guinéennes. Elles réclament plus de 2 millions de francs CFA pour chaque pirogue, soit une amende d'1 million et une licence à 1 16 000 francs CFA. Selon ces pêcheurs qui se trouvent actuellement en Guinée-Bissau, certes, ils ne sont pas derrière les barreaux, mais ils rencontrent d'énormes difficultés dans le pays de José Mario Vaz, car actuellement, ils n'ont plus d'argent pour vivre tranquillement. Ils peinent à satisfaire leurs besoins primaires. Selon eux, les autorités de l'ambassade du Sénégal à Bissau tardent à réagir sur leur sort. D'ailleurs, ils demandent l'implication du ministère de la Pêche dans cette affaire. Ces 107 pêcheurs avaient été arrêtés avec leurs pirogues dans les eaux bissau-guinéennes il y a maintenant plus de 10 jours. Ils disent ne pas reconnaître la frontière maritime entre les deux pays. Rahman Diallo, merci. Cri de cœur des populations de Makouda dans le département de Bignona, l'enclavement de leur localité, l'absence d'infrastructures sociales de base, des problèmes soulevés lors des journées de réflexion initiées par des jeunes de cette zone. Ismaël Diatta, leur porte-parole, est au micro de Boubacar Diassi, Lamine Mandian. On est un village très enclavé, un village frontalier à des villages gambiens. On a une frontière fluviale avec la Gambie. On a une frontière terrestre avec la Gambie et on n'est pas desservi par les pistes de production ni les pistes de désenclavement. Il y a le problème de l'électrification, c'est vrai, l'État a installé des poteaux, mais jusqu'à présent le courant n'est pas encore déclenché. Donc il y a ces situations-là. On n'a pas d'eau potable ici. On continue à s'abreuver dans les puits. Et nous pensons que voilà, on mérite quand même qu'on puisse nous regarder d'une autre manière. J'ai l'habitude de dire que quand on est plus proche de la capitale gambienne que notre capitale départementale qui est Bignona, il est du devoir de l'État de nous considérer autrement. On n'a même pas de dispensaire ici. On a une case de santé qui a été construite par nos propres relations. On n'a pas d'infirmier, on a juste un aide infirmier que nous avons formé par nos propres moyens. Puis, je vous le disais tantôt, le président Sall dans le Sine Saloum, le président Macky Sall donc à Fatick et à Kaolack, en ligne avec nous, notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. Ibrahima, bonsoir. Oui, bonsoir Fatima Ba, bonsoir à tous. Ibrahima, que retenir de cette visite du chef de l'État?
Voilà donc, il faut dire que le président a profité justement de cette inauguration de l'axe Fatick-Kaolack pour se prononcer sur la campagne de commercialisation arachidière parce que vous le savez sans doute, les paysans ont élevé la voix depuis un certain nombre de temps pour en tout cas dénoncer les couacs qu'ils disent avoir notés dans la campagne, qu'ils disent donc qu'en tout cas un bon tonnage est entre leurs mains, donc ils ne voient pas d'opérateurs qui achètent ces graines, donc ils ont dénoncé pendant plusieurs jours cette situation. Donc le président de la République, après avoir tenu son discours inaugural, a essayé donc de calmer les paysans, de les rassurer, pour leur dire qu'en tout cas le gouvernement fera tout pour que cette production qu'ils disent être entre leurs mains jusqu'à présent soit évacuée. Le président a adressé donc un message pour rassurer les paysans, leur demander d'être un tout petit peu patient parce que justement pour le président de la République, cette production est une production record. La production arachidière de cette année est une production record, ce qui fait qu'on ne peut pas l'évacuer du tac au tac. Donc, il leur demande d'être en tout cas un tout petit peu patient parce que la campagne de commercialisation ça doit encore rester quelques 5 mois. Donc, c'est pas le moment de crier. Donc, pour le président, tout rentrera dans l'ordre. Donc, pour dire que le président de la République était venu pour inaugurer l'axe Fatick-Kaolack, l'objet de sa visite, cet axe qui a été entièrement réhabilité, dit-il, par le gouvernement du Sénégal, sur financement du gouvernement du Sénégal. C'est l'entreprise Jean Lefebvre de Baratal qui l'a réhabilité. Vous vous souvenez, durant le régime d'Abdoulaye Wade, Jean Lefebvre l'avait réhabilité, mais ça n'avait pas duré et la route s'est encore détériorée. C'est pourquoi le président de la République a tenu cette fois-ci à féliciter Baratal publiquement pour lui a adressé ses félicitations compte tenu de la qualité des travaux, dit-il, qui ont été réalisés. Après donc l'inauguration, le discours du chef de l'État, Macky Sall, et sa délégation se sont rendus également à Dinguiraye donc pour procéder également à l'inauguration de l'axe Dinguiraye-Nioro-Kër-Aïb. C'est un autre axe qui a été également réhabilité, entièrement rénové. Après cela, le président doit dès demain procéder aussi à l'inauguration de l'axe Kerwalingaï-Sokone. C'est toujours dans la région de Fatick. Après cette inauguration, le président va boucler donc sa tournée de 2 jours par la pose de la première pierre du pont de Ndakhonga, qui relie Foundiougne et Fatimaba. Voilà, Ibrahim Djamé en direct de Kaolack. Merci pour ces informations. Affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. C'est au tour des avocats de la défense de faire leur plaidoirie devant le juge. Maître Bamba Cissé et compagnie s'en sont pris au procureur. Pour les avocats, le réquisitoire n'est fondé sur aucune articulation juridique. Maître Bamba Cissé d'ajouter que le ministère public n'a apporté aucune preuve qui démontre qu'il y a eu détournement de deniers publics. Je vous propose de l'écouter au micro de Aminata Mbaresso. Ils avaient compris que ces justificatifs n'étaient pas nécessaires dans le cadre des dépenses liées à la caisse d'avance. Et l'État savait depuis le début, depuis 2002, que les justificatifs n'étaient que pour des raisons de commodité comptable. Mais comme après il y a eu une opposition de style au plan politique, ils ont considéré qu'il faille poursuivre Khalifa Sall. Mais au fond, ce qui importe dans ce dossier, c'est que et les comptables publics, et Khalifa Sall, et Mbaye Touré, et tous avaient la commune compréhension de ce que c'était juste des fonds politiques et qu'il fallait juste poser les actes pour alimenter la caisse d'avance. J'ai parlé d'impressionnisme parce que la partie civile a voulu mettre un peu à l'éclat du jour les factures, alors que le débat ne se limite pas aux factures. C'est juste surabondant, ce n'est même pas nécessaire pour la caisse d'avance parce que tout le monde savait que ces factures entraient juste dans le mécanisme d'une justification des dépenses publiques. Parce que en matière d'État, on ne peut pas faire des dépenses sans les justifier. Mais la caisse d'avance, il était connu de tous que pour décaisser 30 millions, tous les mois pendant 7 ans, on ne peut pas se souffrir aux mêmes factures où le riz du mil est supérieur au prix du riz. Donc le comptable savait pertinemment que ce n'était pas possible et il a décaissé. Le parquet, comme je l'ai dit, a fait un peu dans le bruit.
parce qu'il a essayé d'amplifier les choses, comme il l'évoque lui-même. Il fait un réquisitoire sur le son du tam-tam. Mais au fond, ce réquisitoire était, à mon avis, juridiquement vide et ne comportait aucune règle de droit qui semble être pertinente pour pouvoir condamner Khalifa Sall et ses co-prévenus. Voilà, c'était la maître Bamba Cissé, avocat de Khalifa Ababacar Sall. Un autre avocat, maître Moussa Sarr, avocat des 2 percepteurs de la ville de Dakar. Il indique que les fonds décaissés par ses clients sont bel et bien tirés de la caisse d'avance. Maître Moussa Sarr soutient que les fonds politiques ne sont soumis à aucun contrôle. Nous l'écoutons. Nous avons plaidé ce jour pour démontrer qu'effectivement les percepteurs n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont aucune responsabilité. Mais aucune responsabilité. Les percepteurs, leur rôle c'est quoi? C'est de mettre à disposition de la caisse d'avance 30 millions. Au moment du renouvellement, on dépose les pièces justificatives. Et toutes les pièces justificatives ont été déposées. Maintenant que ces documents soient argués de faux, ça c'est pas le rôle des percepteurs. Les percepteurs ne sont pas des juges. Ils vérifient la régularité formelle des pièces. Et ils ont vérifié et toutes ces pièces étaient régulières formellement. Pour que des fonds soient politiques, il faut qu'un texte de loi dise que c'est des fonds politiques. Ici, c'est une caisse d'avance. Ce n'est pas des fonds politiques, c'est évident ça. La Ligue démocratique va traduire en justice les membres de la LD debout s'ils continuent d'utiliser les signes du parti. L'annonce est faite par le porte-parole Moussa Assar. Il ajoute que le congrès tenu ce week-end par la LD debout ne les concerne nullement. Il est au micro de Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Je considère que ce qui a été tenu, c'est de l'enfantillage, c'est de la farce. Ils ont décidé depuis le 19 août 2017 de saborder le parti, de saborder la Ligue démocratique qui leur a tant donné. Ils ont commis un crime politique. En tenant ce congrès, ils se sont exclus de la Ligue démocratique. Nous, le 10 février 2018, au dernier BP que nous avons tenu, nous les avons suspendus pour 6 mois en espérant qu'ils vont faire amende honorable. Malheureusement, ils continuent dans leur activité de scission du parti, ce qui est inacceptable. Nous proposerons au prochain congrès de la LD en octobre 2018 leur exclusion. Je le répète, ils ont tenu le premier congrès ordinaire de la LD debout. Et je dois dire, au nom des militants de la Ligue démocratique, que nous n'accepterons pas que ces gens-là continuent à utiliser le nom et les signes distinctifs de la LD. S'ils continuent à se réclamer de la LD, s'ils continuent à utiliser la couleur et les signes distinctifs de notre parti, nous saisirons qui de droit. Pour le dire clairement, nous porterons plainte s'ils continuent à utiliser le sigle du parti et les signes distinctifs. Nous sommes dans un État organisé. Un État qui a des lois, qui a des règlements, qui a une constitution. Et c'est la constitution du Sénégal qui reconnaît la Ligue démocratique comme parti politique organisé dans ce pays. Donc si un groupe de Sénégalais se réclame de notre parti, alors qu'il est exclu du parti, utilise les signes du parti, ce qui nous reste, nous, en tant que direction, c'est de saisir les autorités. Politique toujours, duel entre Idrissa Seck et le président Macky Sall. Les sorties médiatiques des responsables de l'APR pour le politologue Serigne Saliou Gueye. Idrissa Seck a fini par s'imposer comme le challenger du président Sall en 2019. La communication des proches du chef de l'État par rapport aux interpellations du leader de Rewmi déplorable selon Mbaye Sidi Mbaye. Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Une situation profitable aux leaders du Rewmi. Les apéristes sont tombés dans le piège du patron des Oranges. De l'avis du politologue, Idrissa Seck au devant de la scène politique. Aujourd'hui, on a l'impression que sur le terrain de l'opposition, il y avait un certain vide. La nature ayant horreur du vide, Idrissa Seck aujourd'hui est parvenu à combler ce vide. Et malheureusement, ce vide-là, ceux qui l'ont comblé, c'est le camp du pouvoir. Parce que si au sein de la paire, il y avait une communication assez organisée, assez disciplinée. Une communication déplorable, désorganisée. Des propos qui n'agréent nullement le journaliste et politologue Mbaye Sidi Mbaye. Mais il faut arrêter. Et aucune autorité n'intervient pour ça. Mais enfin, nous sommes au Sénégal, nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de réagir et moi je réagis. Ceux qui sont candidats, ils ont le droit d'être candidats. Si on n'en veut pas, on ne vote pas pour eux. C'est ça la règle. Mais ce n'est pas de les insulter et de nous dire que c'est des sorciers ou des voleurs, etc. Non.
Idrissa Seck s'impose de plus en plus à l'approche de la présidentielle de 2019. De l'autre côté, des documents brandis par ceux du pouvoir, intimidation ou pour faire reculer un potentiel adversaire du candidat de l'APR. Moi, je dis encore une fois de plus, ça montre la faiblesse tout simplement des gens de l'APR. Parce qu'Idrissa Seck n'a fait que poser tout simplement des questions, au point même de faire trembler toute la République. Maintenant, si aujourd'hui, leur seul recours, c'est tout simplement de déterrer des dossiers judiciaires pour le faire reculer, moi je dirais que c'est tout simplement peine perdue. Parce que Idrissa Seck n'a pas été blanchi hier par cette même justice pour que demain qu'on s'en serve encore comme un bras armé pour lui causer encore des ennuis judiciaires. Mais quand c'est un ministre de la République qui dispose de ces documents-là, il y a quand même de quoi se poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement même nous de notre administration. Ce qui est inacceptable, c'est qu'à ce niveau de responsabilité, on use d'attaques sous la ceinture, de révélations qui sentent mauvais et sans preuve. Parce que ce sont des choses qu'on répète d'année en année sans jamais donner les preuves de ce que l'on veut dire. Un duel en vue, Idrissa Seck, Macky Sall. Mais avant février 2019, mois retenu pour la présidentielle, l'on est sûr d'assister à d'autres sorties médiatiques plus chaudes entre les deux camps. Alassane Bah, merci. Dakar abrite les journées techniques du DECOFI, diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA. Sur 5 jours, les experts comptables de l'UEMOA inscrits dans l'ordre national des experts comptables vont renforcer leur capacité pour faire face aux contentieux financiers. Écoutons à ce propos Mariba, présidente de l'ordre national des experts comptables. Elle est au micro de Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Pour obtenir le diplôme d'expert comptable, il faut passer d'abord un premier diplôme qu'on appelle le DESCOGEF. Ensuite, il faut 3 ans de stage dans un cabinet d'expertise comptable ou 3 ans de stage dans un cabinet de comptable agréé si on souhaite devenir comptable agréé. Et ensuite, au terme de ce stage, il faut passer l'examen final qui s'appelle le DECOFI. Ces journées techniques s'inscrivent dans le cadre de cette formation technique où l'ordre, mais aussi le secrétariat permanent du DECOFI, tout le dispositif qui est mis en place pour accompagner les stagiaires. Nous essayons de leur donner ici, à travers cette journée de formation, je ne dis pas tous les trucs et astuces, mais en tout cas toutes les compétences nécessaires pour accompagner les investissements qui viennent dans les pays de l'UEMOA, parce que tout ceci se passe au sein de l'UEMOA. Nous parlons éducation à présent. L'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal propose un projet de renforcement des capacités des enseignants de moins de 35 ans, ce pour une revalorisation du statut de l'enseignant dans un contexte de quête de qualité. Une rencontre s'est donc tenue à Saint-Louis, compte rendu avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Le syndicalisme n'a pas seulement pour vocation de soulever des doléances, il doit aussi jouer le rôle de formateur et éveiller la communauté. C'est ce qu'a compris l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, qui a organisé un atelier à l'intention des jeunes enseignantes de la région Nord, âgées de moins de 35 ans. Le but est de mieux les capaciter pour faire face aux grands combats. Aujourd'hui, la cible, c'est exclusivement les femmes, les jeunes femmes surtout, celles âgées de moins de 35 ans. Il était nécessaire aujourd'hui de former les femmes puisque nous tendons un peu vers notre prochain congrès et nous voulons une UDEN forte, représentative du côté des femmes, des jeunes femmes surtout. L'atelier de 2 jours permettra aussi aux militantes de l'UDEN de comprendre les rudiments du mouvement syndical. Il nous faut donc les former, les capacités à travers les rudiments du syndicalisme d'abord, puisque nos jeunes enseignantes adhèrent souvent sans pour autant être imprégnées des présupposés théoriques qui sous-tendent le mouvement militant, le mouvement syndical en général. Au sortir de cette rencontre, les femmes pourront devenir de véritables leaders et assurer pleinement leur rôle. Les rôles et les responsabilités de la femme enseignante dans un contexte de quête de qualité. Cette qualité que nous clamons tant, aujourd'hui, en tant que femmes enseignantes, il nous faut d'abord nous l'approprier,
faire la lecture genre de cette qualité. Avec ces genres de rencontres, les femmes enseignantes peuvent prétendre à des postes de responsabilité et relever aussi leur statut. Préparatif du Magal de Porokhan. Dans la cité religieuse, les commerçants écoulent facilement leurs marchandises, mais les prix des cantines sont jugés trop élevés, ce qu'ils dénoncent dans ce reportage signé Pape Faraning et Jafaraba. Le Magal de Porokhan, c'est aussi un moment d'échange. Le commerce marche bien. Beaucoup de commerçants viennent de partout pour écouler leurs marchandises. Je vends des tissus, un commerce béni par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il y a des vax, des basins, etc. Moi, je vends des matelas, des oreillettes et des nattes. Une activité qui marche bien en cette période ici à Porokhan. Pose des matériels de décoration, mais aussi des tasses. Les pèlerins peuvent trouver tout ce qu'ils veulent ici à Porokhan. Vraiment, on ne se plaint pas. Mais il faut casquer fort pour avoir une place. Le mètre carré coûte 8 000 à 15 000 francs, selon les lieux. On achète le mètre à 15 000 francs l'unité. Je trouve cela très cher. Moi, je paye entre 8 000 francs et 10 000 francs. Cela dépend de l'espace qu'on occupe. J'ai payé 20 000 francs, par exemple. Même les autochtones y gagnent avec la vente des bois pour faire des tentes. 2 000 francs. Le prix du bois varie selon la longueur et la qualité. Il y a des bois qui coûtent 2 000 francs, d'autres 1 000 francs et même 800 francs CFA. Nous l'achetons au niveau de la frontière. Et une fois arrivé à Porokhan, nous revendons ce bois aux commerçants, mais aussi aux habitants pour l'érection des tentes. Si ce n'est pas encore le grand rush, le marché de Porokhan accueille beaucoup de commerçants venus d'horizons divers, en attendant la grande ferveur pour écouler leurs marchandises. Mont-Roland a célébré ce week-end la 28e édition du pèlerinage marial du diocèse de Thiès. Les pèlerins venus de toutes les paroisses du diocèse pour se recueillir au pied de Notre-Dame de Mont-Roland. Le dimanche, tous les pèlerins donc se sont donné rendez-vous sur la grotte mariale pour une messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba de Ziguinchor en présence de l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye. Le pèlerinage a été clôturé donc par une procession vers l'église Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Roland pour l'adoration du Saint-Sacrement et la bénédiction finale. Les images de Khadim Cissé que je vous propose de regarder justement. Daniel Diouf donc reviendra sur ce grand événement religieux dans l'émission Chemin de la foi, le programme catholique de la TFM tous les dimanches à 11h. L'actualité internationale à présent, elle nous mène au Togo, en Gambie, au Mozambique, mais également aux États-Unis. Le récit est signé Daniel Diouf. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne et des responsables politiques régionaux ont rendu hommage lundi à Harare à leur héros Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition décédé la semaine dernière des suites d'un cancer. La dépouille transportée du quartier général du MDC sont partis jusqu'à la place Robert Mugabe. La foule vêtue de rouge, la couleur du MDC. Morgan Tsvangirai est décédé le 14 février à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer du côlon à Johannesburg où il était soigné. Au Mozambique, 17 personnes perdent la vie dans la nuit de dimanche à lundi, victimes de l'effondrement de montagnes de déchets suite à des pluies torrentielles dans la capitale, Maputo. Ce sont des monceaux d'ordures qui se sont abattus sur des habitations précaires dans la banlieue de Maputo alors que les occupants dormaient. 5 maisons ont été détruites. Les services de secours craignaient ce lundi que le bilan ne s'alourdisse. Après 6 mois de profonde crise politique au Togo, le dialogue très attendu entre pouvoir et opposition s'est ouvert lundi à Lomé, en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur de la crise. Les deux parties ont enfin accepté de se parler.
Depuis septembre, des marches pour demander la démission de Faure Gnassingbé Eyadema et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers de personnes. Le dialogue, qui doit durer une dizaine de jours, devrait aborder des préoccupations dont le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Enfin, des lycéens survivants de la fusillade de Floride manifesteront le 24 mars prochain pour réclamer un contrôle plus strict sur les armes à feu. Cette marche aura lieu dans d'autres villes du pays. Une marche pour demander qu'une proposition de loi complète et efficace soit immédiatement présentée au Congrès pour régler les problèmes de violence par les armes. De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer les liens entre le monde politique et le puissant lobby pro-armes. Le lobby se base sur le 2e amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de posséder et de porter une arme. Pour rappel, Nicolas Cruz, ancien élève, avait ouvert le feu le 14 février dernier dans les couloirs de l'établissement dont il avait été exclu, faisant 17 morts. Basketball pour démarrer cette page des sports. Les Lions se sont entraînés aujourd'hui pour bien entamer la phase éliminatoire du mondial en Chine en 2019. 3 matchs au menu. Les Lions affronteront le Mozambique, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique dans le groupe D. Le capitaine Malé Ndoye et le coach Abdourahmane Ndiaye Adidas rassurent sur les plans techniques et mentaux. Je vous propose de les écouter au micro de Marianne Sivadio. Comme on n'a pas beaucoup de temps de préparation par rapport aux échéances qui sont devant nous, on a essayé de mettre l'accent, au-delà même des compétences techniques, sur le mental. Parce que le mental conditionne tous les comportements. Et on a envie vraiment de travailler dur, d'aller jusqu'au bout et en étant très concentré sur notre objectif. Et que tous les obstacles qu'on peut rencontrer aujourd'hui ne doivent pas nous empêcher de ne pas ternir notre volonté d'aller de l'avant. On a commencé aujourd'hui à travailler. Je pense que le plus important, c'est de nous concentrer sur nous. On sait que ce sera 3 matchs en 3 jours, ce ne sera pas facile. Donc on va bien travailler, être prêt psychologiquement et mentalement et aller là-bas et déguerrer sur le terrain et prendre match après match et essayer de ramener le maximum de points possible de là-bas. Football à présent, la Sonacos de Diourbel a battu la Linguère de Saint-Louis par 1-0, but marqué à la 94e minute par El Hadj Solosané. Pour l'entraîneur des Saint-Louisiens, l'équipe est toujours en construction. Ibrahim Gueye de la Sonacos, lui, vante les stratégies tactiques qu'il a imposées à la Linguère. Ousseynou Diop et Habib Seck. Derrière, les gosses ont tout donné. Mais ils ont confondu parfois vitesse et précipitation. Ce que je peux dire, on a une jeune équipe, une équipe qui est trop jeune. Bon, on pouvait gagner le match, comme on l'a dit à la mi-temps. On pouvait gagner le match comme on pouvait perdre le match parce que les occasions que nous sommes créées, on les a très mal négociées. Je pense que tout le temps je le dis, moi j'ai l'habitude de dire que les matchs se gagnent sur le plan tactique avec des principes tactiques offensifs comme des principes tactiques défensifs. Aujourd'hui, quand on avait vraiment en train de jouer en infériorité numérique, il fallait vraiment inventer des choses, il fallait improviser. Je pense qu'aujourd'hui, l'improvisation n'est pas une science exacte, mais aujourd'hui, je peux dire que l'improvisation a été une science exacte pour la Sonacos. Et pour vous dire peut-être maladresse pour les joueurs de la Linguère, je ne dirais pas, parce qu'ils ont raté pas mal d'occasions, certes, mais je pense qu'aussi un match se gagne sur le plan défensif et mes défenseurs ont été costauds. Lutte avec frappe, Ama Baldé Modulo, un combat que les amateurs réclament. Vainqueur de son combat contre Papa Sow, le lutteur de l'écurie Falaye Baldé se dit prêt à affronter le Roc des Parcelles Assainies, un duel qui peut se tenir avant la fin de l'année selon Bekay Mbaye. Reportage Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. Après une victoire sur Papa Sow, le combat Ama Baldé et Modulo s'annonce. De l'avis d'El Hadji Bekay Mbaye, c'est bien possible et il en sait quelque chose. Le combat Ama Baldé Modulo s'annonce. Tout le monde en parle. Ama Baldé a déjà fait ses preuves dans la lutte. Sa popularité, son savoir-faire lui permet de pouvoir lutter avec n'importe quel lutteur. Tous les promoteurs veulent ce combat. Moi-même, je suis en train de démarcher pour quelques promoteurs. Un combat aux enjeux énormes.
Il suscite beaucoup d'excitation du côté des supporters. Le duel Pikine-Parcelles a démarré. Les forces de sécurité sont averties. Parce que le combat est dangereux sur le plan de la sécurité. C'est un combat qui s'annonce dangereux sur tous les plans, surtout sur le plan de la sécurité. Les supporters ont déjà commencé la bataille, raison pour laquelle j'interpelle les forces de l'ordre à veiller sur tous les lieux. Mais Ama, wa Pikine ak wa Parcelles, fi ñu toll ñi ngi ci xeex boo xamante ne lamb jaru ko. Si toutefois le leader de Rock Énergie refuse de se frotter au fils de Falaye Baldé, ce dernier n'a pas beaucoup d'adversaires dans l'arène sénégalaise. Vous savez, actuellement, Ama Baldé n'a pas assez d'adversaires et Modou Lo ne doit pas refuser ce combat. Il y a d'autres lutteurs qui peuvent affronter Ama Baldé dans l'avenir. De toute façon, le combat que les populations veulent, c'est Ama Baldé Modou Lo. Le combat entre le lutteur de l'écurie Falaye Baldé et Modou Lo est le combat qui s'impose selon les amateurs de lutte. Cher Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en image. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir à tous.